Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais. Je crois que ça faisait un petit moment que j'étais pas allé dans ce domaine-là, hors nouveauté en tout cas. Un style qui nous a tant fait rêver, notamment grâce au studio Ghibli, entre autres, depuis pas mal d'héritiers, entre guillemets, de Miyazaki aussi, qui nous fascine. Et je m'intéresse ici à un métrage qui a fêté ses 10 ans, plutôt cette année, L'île de Giovanni. Assez peu connu en soi, mais qui a eu quand même son moment de gloire au festival d'Annecy. Et il fallait que je le voie un jour, celui-ci. Réalisé par Mizuo Nishikubo, pas forcément très reconnu non plus. Il a fait d'autres métrages avant, il n'a plus rien fait depuis, en tout cas en tant que long format. Il s'était aussi occupé, parmi d'autres personnes, de la série Lady Oscar, qui a peut-être accompagné votre jeunesse. Et donc c'est un petit studio ici, enfin relativement, qui s'occupe de cela, et qui est inspiré de faits réels et historiques qui se sont déroulés au Japon pendant et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, surtout 1945, et on ne peut pas s'empêcher de penser donc au tombeau des Lucioles de Takahata, certains considérant l'île de Giovanni comme sa continuation, ou une version un peu autre. Bon, peut-être. Et on va pas forcément parler du casting vocal parce que voilà, mais il y a aussi une inspiration littéraire derrière d'une nouvelle très connue au Japon, mais je ne sais pas si elle l'est vraiment en France. Train de nuit dans la Voie lactée, écrite par Kenji Miyazawa dans les années 20, qui va être une sorte de fil rouge rêveur d'un film centré sur des enfants, surtout, mais raconté en forme de flashback souvenir par deux versions d'entre eux âgés 50 ans après. Je ne dis pas qui, pour pas trop spoiler, parce que forcément, à un moment, on va se demander qui survit ou non. Bon, et on va suivre en priorité deux frangins, Junpei et Kanta, qui sont d'ailleurs nommés ainsi parce que le père était fan de la nouvelle de base, Train de nuit dans la Voie lactée, avec Giovanni et Campanella, Junpei, Giovanni, Kanta, Campanella, voilà, bon, ok. Et ils sont heureux jusqu'au jour où les soviétiques viennent annexer l'île locale, l'île de Shikotan, qui à date est toujours parmi l'archipel des îles Kuril au nord du Japon, sous domination russe. Il y a eu encore récemment quelques tensions diplomatiques entre le Japon et la Russie, qui ne se sont pas arrangées depuis quelques années, vous comprenez pourquoi d'ailleurs. Bon bref, aspect historique très important donc pour les Japonais, pas forcément d'ailleurs très raconté mondialement, cette histoire-là, et même dans certains films japonais, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et donc les deux frangins batifolent un peu jusqu'au jour où la réalité va les rattraper. Et donc le grand frère Junpei, pour protéger Kenta, il l'enferme, si on veut, continuellement dans cette nouvelle de rêve. Donc on imagine un train qui pourrait sublimer les distances et les limites et nous mener jusque dans les étoiles. Et un beau jour, donc parmi ces Russes qui débarquent, il y a des enfants aussi qui vont être scolarisés en face, et parmi eux, la jeune Tanya, rencontre donc entre Junpei et Tanya, peut-être début de romance, au-delà des limites et des différences, oui. Mais le métrage ne va pas rester que sur l'île de Shikotan. À un moment, il va y avoir une déportation, ça va être beaucoup moins drôle, j'allais dire, c'est jamais drôle le film, mais beaucoup moins romantico-rêveur. Et quand la réalité rattrape la fiction, ou le rêve, ça fait mal. Voilà, voilà. Et c'est vrai que dans la dernière partie du film, on n'est pas forcément éloigné du tombeau des Lucioles dans l'ambiance et les potentielles larmes qui viennent avec. Car oui, là, je vous le dis, j'ai fini le film un petit peu dévasté, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela devant une découverte d'animation japonaise en tout cas. C'est vrai que à force d'en avoir beaucoup vu, quelque part, je me dis parfois que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à voir de majeur dans le style, donc animation qui parle aux enfants et aux adultes en même temps du pays japonais. Mais en fait, il me restait à voir l'île de Giovanni qui est très fort et qui peut-être à terme, parce qu'il faudra que je le revoie, que je laisse passer des années, sera tout aussi important pour moi que le tombeau des Lucioles. Oui, je le dis, ce n'est pas du tout un sous-tombeau des Lucioles, non. Il n'y a peut-être pas la même reconnaissance, mais niveau technique, évidemment, on est en 2014, donc c'est sublimé sur certains points, mais j'ai envie de dire que la forme utilisée donc,
sur le travail, très diversifié, hein, d'ailleurs, coloré, pastel, ou avec des points de vue, rotoscopie, plus dessin enfantin parfois, et très adulte, voire tableau de peinture, hein, à certains moments, parce que ça varie comme ça. C'est remarquable, et ça raconte quelque chose. Parce que c'est un film qui est historique, donc, qui est important à faire, et qui fait continuellement des ponts, des passages, des liens. Déjà, le fait que ce soit narré du point de vue d'une personne âgée qui revient donc là où elle a vécu cette enfance, donc le pont entre deux générations, le souvenir passé et le présent, le pont aussi donc entre ces enfants russes et japonais qui à un moment vont avoir le lien, notamment donc ici mis en exergue par Junpei et Tanya, le lien entre la réalité et le rêve aussi, et entre la vie et la mort également. Tout ça, voilà. Et en plus c'est donc mis en allégorie par le train qui va à la Voie lactée, oui, mais aussi le petit train avec lequel les enfants jouent et qui va faire forcément une sorte de passage. Et tout fait sens. Mais vraiment, tout fait sens. C'est-à-dire que tout est écrit dans cette optique-là, avec une émotion contrôlée. Alors, le pathos, j'aime pas le terme, mais ici, il faut quand même l'avouer, arrive un peu à la fin quand même, mais il y a une évolution qui nous mène à cela, et il y a une conclusion derrière qui fait encore plus sens que forcément la scène qui va vous tirer les larmes. Parce qu'à un moment, vous allez forcément pleurer. Si vous rentrez dans le film, il y a quand même quelque chose. Doublement même, quand on y pense. Voilà, on reste vague. Mais tout est vraiment embelli par cette cohérence fond et forme, dans le sens où toutes les animations différentes, tout cela, sont logiques, parce que vous avez le point de vue à la fois de l'homme âgé qui revient 50 ans après sur ses dieux, mais qui se rappelle, donc il se souvient, avant de revenir sur l'île, il se souvient, il raconte, donc il a ce point de vue-là, et il le mixe avec ce point de vue d'enfant qu'il a été. Donc là-dessus aussi, sur les angles choisis, etc., sur l'aspect découverte donc, du réel terrible, mais aussi ce qu'il essaye de faire avec son petit frère, donc forcément, il y a quelque chose qui va au-delà, qui édulcore beaucoup de choses, mais qui nous met aussi dans les étoiles, mais pas que. Ce souvenir d'enfance aussi, de première romance, et donc l'aspect, les hommes, notamment les adultes, qui vont s'affronter ou qui n'arrivent pas à s'entendre, eux, pour le coup, alors que les enfants, oui. Et tout est pensé en ce sens, y compris sur le plan musical. Il y a des choses extraordinaires là-dessus. Il y a une scène où vous avez les enfants russes d'un côté, les enfants japonais de l'autre, qui chantent avec leur maîtresse, tout ça, ou leur instituteur en tout cas. Et il y a une chanson locale japonaise, tout ça, qui va être étouffée par un chant russe traditionnel, hein, ou katusha plutôt. Il y a katusha, et après il y a le thème piano du Le Temps des Fleurs en version française, chanté par Dalida. Je le simplifie parce que sinon c'est compliqué, mais voilà, des chants slaves, russes de base. Et donc il y a le katusha, et il y a, voilà, qui va être entonné par des enfants japonais, parce que finalement ça montre qu'il y a un lien. Ça montre aussi que les soviétiques prennent le dessus. Double sens comme ça, c'est assez intéressant. Mais après, finalement, il va y avoir une cohérence, une première rencontre entre Tanya et Junpei qui intervient après la première demi-heure. D'ailleurs, c'est amusant parce que le lien qu'ils ont entre eux, on pourrait s'attendre à ce que ça soit plus long et plus important dans le film, mais ça ne couvre même pas un tiers, je crois, en tout, hein, en termes de durée, enfin, à peu près, quoi. Donc ça, c'est contre-pied possible. Et ouais, voilà, donc même dans les chants, dans les cultures, il y a des trucs comme ça, il y a des ponts qui peuvent être faits, ok, peut-être, mais par les enfants uniquement. Les adultes, ils sont là, malheureusement, il y en a qui subissent l'annexion, et d'autres qui sont là pour envahir, et voilà, à la fin de la guerre, tout ça, après ce sont des adultes qui n'ont pas le choix, qui obéissent à des ordres, ou qui subissent les ordres. Donc, déportation, alors là, après on est dans la violence réelle de la guerre, qui est forcément montrée de façon plus grise, hein, quand on change d'endroit, dans la dernière partie du film. Mais voilà, c'est assez brillant dans l'exécution en fait, et dans les émotions, parce que les émotions sont bien portées par l'exécution. Et quand bien même certains moments paraissent peut-être trop légers ou anecdotiques, surtout dans la première partie en fait, dans la dernière partie tu comprends pourquoi ça a été construit comme cela. C'est un château de cartes qui s'écroule en fait, mais il y a toujours ces ponts et ces liens. Voilà, jusqu'à un vrai train d'ailleurs. Bon, malheureusement dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours très difficilement et très tendancieux et surtout très triste, hein, l'histoire des trains évidemment, là ça amène la déportation, on les amène ailleurs, et il y a un camp de prisonniers, enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça, et donc il y a cette violence de la réalité
Et le petit frère qui essaye de continuer à y croire grâce au grand frère. Il y a une magnifique lien entre les frangins. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment un vrai beau film. Hein. C'est un film qu'il faudra revoir d'ailleurs, parce que là, à certains moments, tu peux te laisser bercer ou te perdre vite fait dans la première partie, puis à la fin, tu te fais bam comme ça, et tu te dis émotion facile ou pas, mais arrivé au bout, du bout, je me suis dit non, il n'y a rien de facile là-dedans au final. Et le revoir, je pense, décuplera encore plus les forces et les émotions. Et il faut en parler, voilà, il faut le conseiller aux gens, l'île de Giovanni. Je sais que certaines personnes l'apprécient beaucoup, mais peu de gens en ont parlé ou en parlent. Voilà. Enfin, du moins sur les réseaux comme ça, je pense quand même qu'il y a eu une dizaine d'années pas mal de propos dessus. Mais là, depuis, bah oui, il faut le remettre en avant, 10 ans après, c'est important, voyez-le, découvrez-le, parce que finalement, c'est probablement un des films d'animation japonais majeurs des années 2010. Voilà. Et peut-être le meilleur film d'animation japonais que j'ai vu et découvert depuis Le Garçon et le Héron l'année dernière de Miyazaki. Je ne suis même pas sûr que j'en ai vu ou découvert d'autres entre-temps. Bonne question. Bonne question. Il y a eu aussi le dernier film de Keiichi Hara que j'ai beaucoup apprécié. À peu près à la même époque que Le Garçon et le Héron. Donc voilà. Voilà, à vous la parole, parce que c'était pas facile de faire cette vidéo quand même. Mais j'avais envie. Il fallait vraiment que je vous mette en avant cette magnifique découverte estivale. Et d'animation japonaise. Comme quoi, il y a encore des petites pépites. Je suis sûr qu'il y a des films encore moins connus qui méritent vraiment le coup d'œil et que je découvrirai un jour pour vous en faire part forcément. Donc, j'ai toujours pas parlé du Tombeau des Lucioles d'ailleurs. C'est pas le genre de film que vous voyez tous les 4 dimanches. Quoi. À vous la parole, donc j'ai dit. Oui, c'est important. Il faut faire vivre cette vidéo pour que les gens découvrent le film. C'est ça. Le partage et l'échange, c'est fait pour cela avant tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao.